La ville de Québec célèbre en 2008 le 400e anniversaire de sa fondation. Elle a accueilli au mois d'octobre le sommet de la francophonie. Donc aujourd'hui, essayons de rappeler un peu de l'histoire de cette province et voyons ce que représente la langue française pour le Québec. Sur cette carte figurent les 55 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette organisation rassemble régulièrement ses membres lors de sommets internationaux pour promouvoir la langue française, mais aussi la diversité culturelle dans le monde. On voit ici où se sont tenus ces sommets, depuis le premier à Versailles en 1986 jusqu'à celui de Québec en 2008. Ce sommet, à nouveau à Québec, eh bien, c'est une façon de mettre la ville à l'honneur pour célébrer le 400e anniversaire de sa fondation en 1608 et à travers elle l'histoire de la langue française en Amérique du Nord. Sauf que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sens de cet anniversaire. Est-ce qu'on célèbre la francophonie au Québec ou plus largement au Canada? Alors rapprochons-nous pour comprendre la situation. Le Canada s'étend sur 10 millions de kilomètres carrés, c'est l'un des plus grands États au monde. Là vivent quelques 33 millions d'habitants. Ottawa est la capitale d'une confédération formée de 10 provinces, plus 3 territoires au nord du pays. Le Québec est, après l'Ontario, la deuxième province la plus peuplée du pays, avec 7 millions d'habitants, mais c'est surtout la seule province où 80% des habitants sont de langue maternelle française. Partout ailleurs au Canada, les francophones sont minoritaires. Un tiers de francophones au Nouveau-Brunswick, environ 4% en Ontario, au Manitoba ou en Nouvelle-Écosse. Alors, du fait de leur importante proportion de francophones, le Québec et le Nouveau-Brunswick disposent d'un siège à part entière à l'Organisation internationale de la francophonie, donc aux côtés du Canada, qui est avec la France le plus gros contributeur au budget de l'OIF. Donc on le comprend, le Québec comme province et le Canada comme État revendiquent tous les deux leur appartenance à la francophonie. Alors justement, faisons un petit peu d'histoire. À l'origine, cette partie de l'Amérique du Nord est habitée par des peuples autochtones, amérindiens et inuits. Après les voyages exploratoires menés notamment par Jacques Cartier au XVIe siècle, les premiers colons français s'établissent en Acadie au début du XVIIe, puis dans la vallée du Saint-Laurent. La région est alors baptisée Nouvelle-France. La ville de Québec est fondée par Samuel de Champlain en 1608 et Montréal un peu plus tard, en 1642. La France étend ensuite son influence sur les Grands Lacs, puis sur la Louisiane. Mais la Grande-Bretagne est, elle aussi, très présente sur le continent avec, bien sûr, ses 13 colonies sur la côte Est, tandis que ses marchands de fourrure étendent leurs activités autour de la baie d'Hudson. Les deux puissances, françaises et anglaises, sont rivales en Europe, mais elles le sont aussi sur le continent nord-américain. Avec le traité d'Utrecht de 1713, la France cède l'Acadie et Terre-Neuve à l'Angleterre. La France perd ensuite le contrôle du Saint-Laurent après la bataille des Plaines d'Abraham et doit finalement renoncer à la quasi-totalité de ses possessions en Amérique du Nord. Ce qui fait que les habitants de la Nouvelle-France, francophones et catholiques, et qui sont surtout concentrés dans la vallée du Saint-Laurent, se retrouvent donc sous souveraineté britannique. Dès lors, comment la langue française a-t-elle pu, quand même, perdurer en Amérique du Nord? Plusieurs facteurs historiques doivent être rappelés. D'abord, dès la fin du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne elle-même octroie aux francophones le droit de conserver leur langue et leur religion, et ce pour s'assurer de leur loyauté et de ne pas avoir à se battre sur deux fronts. Parce que de l'autre côté, la couronne britannique doit faire face à la guerre d'indépendance qui éclate dans ses 13 colonies et qui va donner naissance aux États-Unis d'Amérique. La Grande-Bretagne parvient à conserver un territoire en Amérique du Nord, et c'est ce territoire qui est à l'origine du Canada. La frontière avec les États-Unis sera fixée au XIXe siècle. Le deuxième facteur ayant permis à la langue française de se maintenir, c'est le développement d'une sorte de sentiment national. Dès la fin des années 1830, éclate au Bas-Canada, c'est-à-dire l'actuel Québec, la révolte des patriotes,
contre les autorités britanniques. Cette révolte est inspirée par les idées de la Révolution américaine, et les francophones réclament en effet leur indépendance, ou en tout cas une meilleure représentation politique, ce qui pousse les autorités anglaises à préconiser l'assimilation des francophones. Alors face à cette perspective, les francophones développent un nationalisme fondé sur la défense de la langue française et de la religion catholique, parce qu'au milieu du XIXe siècle, ils sont encore majoritaires à l'échelle du Canada. Alors pourquoi est-ce que le nationalisme va devenir plus spécifiquement québécois? D'abord, il y a le facteur territorial. Le Canada est devenu une confédération en 1867, avec 4 provinces, dont le Québec, puis de nouvelles provinces qui viennent rejoindre la Confédération. Dès lors, l'idée d'une nation francophone dans tout le Canada apparaît moins pertinente. Ensuite, le Québec va connaître une profonde mutation politique, économique et culturelle connue sous le nom de Révolution tranquille. Au début des années 1960, l'État québécois se modernise très rapidement. La nationalisation de la société Hydro-Québec illustre l'accession des francophones au pouvoir économique, détenu jusqu'alors par des anglophones, et dans l'affirmation du nationalisme québécois, la question de la langue occupe une place centrale. Une série de lois est mise en place pour promouvoir l'utilisation du français dans les entreprises, dans l'enseignement ou dans la justice. Et en 1977, le Parti québécois de René Lévesque fait accepter la Charte de la langue française qui affirme la prédominance du français dans toutes les sphères d'activité publique. Cette loi va donc bien au-delà des efforts consentis par le gouvernement fédéral canadien pour garantir le bilinguisme à l'échelle du pays. Alors où en est-on aujourd'hui? La question de la langue est devenue moins prégnante au Québec, d'abord parce que la politique linguistique dans cette province a consacré la domination du français, et ensuite parce qu'il n'y a plus aujourd'hui au Québec de différence de niveau de vie entre francophones et anglophones, comme c'était encore le cas dans les années 50. Le Québec est une province prospère, hydroélectricité, aluminium, aéronautique, bois, papier, beaucoup d'échanges avec l'étranger et surtout avec les États-Unis qui représentent à eux seuls 80% des exportations et 30% des importations du Québec. Mais le Québec n'est pas un État. Un premier référendum sur la souveraineté s'est tenu en 1980 et a été un échec. Un second en 1995, mais cette fois avec 49,6% de oui, donc tout près de l'emporter. Alors cependant, le Québec dispose de bureaux de représentation dans différents pays. Il a développé de véritables relations diplomatiques avec la France. Il dispose aussi d'un siège dans plusieurs organisations internationales, comme l'OIF, on l'a vu, mais aussi à l'UNESCO, où il est un défenseur du principe de diversité culturelle. Donc la langue française a joué un rôle important dans l'affirmation de l'identité nationale au Québec, et ce, au-delà des contingences partisanes, puisque tous les gouvernements, indépendantistes comme libéraux, s'impliquent dans la défense de cette langue française. Mais les choses ont changé. Le souverainisme québécois a évolué, il n'est plus conservateur, axé sur la seule défense de la langue française. Aujourd'hui, il est devenu nettement pro-libre-échange, par exemple. Et puis la province reçoit un nombre croissant d'immigrants. Eh bien, voilà qui oblige à repenser l'identité culturelle et même linguistique de cette province, puisque le Québec devient maintenant une société multilingue. Alors sur cette question que nous avons évoquée aujourd'hui, vous pouvez lire L'aventure de l'Amérique française de Beaulieu et Bergeron aux éditions Fides. Je vous signale que la revue Hérodote a publié un numéro sur la géopolitique de la langue française. Il y a aussi la revue internationale et stratégique qui est publiée par l'IRIS, qui vient de sortir un numéro sur l'avenir de la francophonie. Et puis je vous signale un très bel atlas historique de l'Amérique du Nord, ça s'appelle La mesure d'un continent, aux presses de la Sorbonne, avec beaucoup de cartes historiques du continent nord-américain. C'est un livre superbe.
Aujourd'hui, je suis à la Bibliothèque nationale de France, sur le site François Mitterrand, dans le cadre de l'exposition L'âge d'or des cartes marines. Et vous voyez derrière moi une superbe carte de 1559, et on repère déjà les côtes du Canada. Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler du Canada, parce que ce pays vient de vivre ces dernières années une révolution à la fois majeure et discrète dans le domaine de l'énergie. Le pays est en train de devenir en fait l'une des toutes premières puissances énergétiques mondiales, ce qui a des conséquences sur le PIB du pays, sur ses exportations, mais aussi sur ses émissions de gaz à effet de serre et son retrait volontaire du protocole de Kyoto sur l'environnement. Le Canada est là, au nord du continent américain. Il a pour seul voisin terrestre au sud les États-Unis d'Amérique et à l'ouest l'État américain de l'Alaska. Le pays est bordé à l'est par l'Atlantique et à l'ouest par le Pacifique. Et si on prend une projection polaire, on constate que le Canada est riverain de l'océan glacial arctique, tout comme de la Russie, et enfin il est voisin du Groenland. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde avec 10 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois la France, pour seulement 34 millions d'habitants, soit presque moitié moins d'habitants que la France. Ottawa est la capitale d'un régime fédéral divisé administrativement en 10 provinces et 3 territoires. Le Canada est un pays riche en eau douce, en production de céréales, en minerais de toutes sortes, tant par les gisements que parce que Toronto est la place mondiale pour les échanges de titres miniers. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur les gisements canadiens de pétrole et de gaz. D'abord le pétrole. Au Canada, comme pour la plupart des grands producteurs de pétrole dans le monde, les réserves de pétrole dits conventionnels s'épuisent, donc la production diminue, alors que la demande mondiale reste très forte. Sauf que le Canada dispose abondamment de réserves dites non conventionnelles, c'est-à-dire des gisements de pétrole situés dans les sables bitumineux. La production canadienne de ce pétrole non conventionnel est donc appelée à augmenter progressivement. Regardez ce schéma. En 2010, les sables bitumineux représentaient 41% de la production totale de pétrole. En 2020, ils représenteront 57%. Et en 2030, 76%. Ce qui veut dire qu'en 2030, la production totale de pétrole, c'est-à-dire conventionnelle et non conventionnelle, pourrait atteindre 5 millions de barils jour, soit plus que la production actuelle de l'Iran. Les sables bitumineux, qui sont un type de pétrole lourd, sont surtout présents dans la province canadienne de l'Alberta, comme on peut le voir sur cette carte. Là, la superficie totale des gisements dépasse 140 000 km², soit un cinquième de la superficie de la province, environ 5 fois la superficie de la Belgique. Et ces gisements de pétrole lourd sont situés dans des couches de roches ou de sable, d'où le terme sable bitumineux, et ils requièrent des technologies d'extraction complexes. L'exploitation se fait à ciel ouvert, si les dépôts sont proches de la surface, et deuxième cas, plus fréquent, lorsque l'enfouissement est profond, le sol est foré et de la vapeur est injectée pour permettre l'extraction. Et dans les deux cas, les sables bitumineux doivent ensuite être traités, et cette opération requiert plus d'énergie que pour le pétrole conventionnel, donc la rentabilité est moins élevée. Vous voyez sur cette carte les concessions accordées à des grandes compagnies pétrolières, nationales ou internationales, qui viennent forer dans les sables bitumineux de l'Alberta. Parmi elles, on trouve l'américaine ExxonMobil, la chinoise PetroChina ou l'européenne Shell. Ces acquisitions sont évidemment poussées par les deux facteurs suivants: ralentissement de la production de pétrole conventionnel, on parle de déplétion, et forte demande asiatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Canada détient les troisièmes réserves mondiales de pétrole, lourd et conventionnel confondus, soit 174 milliards de barils. Par ces réserves prouvées, le Canada vient ainsi se placer après celles de l'Arabie saoudite et du Venezuela. Et sur ces réserves disponibles, 97% viennent des sables bitumineux. Aujourd'hui, 15% seulement des réserves sont exploitées et leur ampleur assure au Canada, au rythme actuel, plus d'un siècle de production. Très bien, mais par où exporter cette énorme production? On voit sur cette carte les grands réseaux d'oléoducs qui vont de la capitale de l'Alberta, Edmonton, vers les États-Unis. Mais d'ici à 2015, avec cette production de pétrole en forte augmentation, les exportations vont dépasser les capacités des pipelines existants, donc il y a engorgement du trafic. Donc les projets de réseau se multiplient.
La firme TransCanada a un projet d'oléoduc nommé Keystone XL, devant acheminer le pétrole bitumineux d'Alberta jusqu'au golfe du Mexique pour y être raffiné, puis exporté vers l'Atlantique ou le Pacifique. Quant à l'Ouest canadien, la compagnie canadienne Enbridge propose de construire un oléoduc reliant Edmonton à Kitimat en Colombie-Britannique. Enbridge espère voir son projet achevé en 2017, ouvrant ainsi un débouché direct sur le Pacifique et les marchés émergents, notamment la Chine. Le groupe Kinder Morgan, de son côté, souhaite doubler son oléoduc Trans Mountain reliant Edmonton à Vancouver, afin de disposer d'une capacité plus importante, là aussi, vers les marchés asiatiques. Voyons maintenant les gisements de gaz. Aujourd'hui, le Canada détient les 10e réserves récupérables mondiales et il est le 3e producteur mondial de gaz naturel, derrière les États-Unis et la Russie. Mais là aussi, cette production de gaz naturel va connaître un déclin, les relais étant désormais assurés par les immenses réserves en gaz de schiste qui se trouvent au Canada. Regardez encore ce schéma. En 2010, les gaz de schiste représentaient 39% de la production totale de gaz du pays. En 2020, ils représenteront 57% et en 2030, 64%. Les principaux bassins sont situés entre l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Saskatchewan. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie prédit ainsi que le Canada pourrait être, en 2035, le 3e producteur mondial de gaz de schiste. Voilà donc en résumé la situation du potentiel en hydrocarbures pour le Canada. Évidemment, cette industrie représente des enjeux économiques majeurs. Premier investisseur privé du pays, il emploie plus de 550 000 personnes et contribue à 5% du PIB national. D'ici à 2035, l'exploitation des sables bitumineux devrait créer entre 900 000 et 1 300 000 emplois, et celle du gaz de schiste plus de 300 000 emplois. Donc il dispose, bien logiquement, du soutien inconditionnel du gouvernement fédéral de Stephen Harper. Alors on le comprend, avec ses cartes, ses chiffres de ressources, ses investissements en cours, le Canada devient une des grandes puissances pétrolières et gazières du monde. Mais ces projets d'infrastructures de transport, tout comme les installations extractives, soulèvent de sérieuses questions environnementales. Les procédés d'extraction de ces gaz de schiste utilisent la fracturation hydraulique, qui vient introduire un fluide dans le tube de forage afin de libérer le gaz contenu parmi le schiste et de le faire ensuite remonter à la surface. Les estimations parlent alors de fuite de méthane à hauteur de 8% de la production, ce qui entraînerait des rejets bien plus importants que les forages conventionnels. Les opérations d'extraction minière sont aussi grandes consommatrices d'eau. Pour le gaz de schiste, les risques concernent le risque de pollution des nappes phréatiques. Et pour le pétrole lourd, il faut 12 barils d'eau pour produire 1 baril de pétrole. Le processus utilisé pour séparer le sable du pétrole crée un reste de liquide, un mélange toxique de bitume, de sable et de boue argileuse. Le mélange est transféré dans d'immenses bassins de décantation pour ensuite être séché et assaini. Ce processus n'est encore jamais arrivé à terme et le contenu toxique des bassins s'échappe dans la nature, contaminant potentiellement les rivières et les nappes phréatiques. En Alberta, les compagnies prélèvent annuellement plusieurs centaines de millions de mètres cubes des rivières, réduisant le débit des fleuves et ainsi la survie des espèces halieutiques. Regardez cet extrait vidéo du documentaire québécois The Whole Story, l'histoire du trou, dans lequel vous pouvez voir, pour une fois en images, les conséquences de l'exploitation du pétrole bitumineux. L'extraction des sables bitumineux émet 3 à 5 fois plus de gaz à effet de serre que l'extraction du pétrole conventionnel, surtout du fait de la complexité technologique de l'extraction. Aujourd'hui, les sables bitumineux représentent 7% des émissions totales de gaz à effet de serre canadiennes et leur part va doubler d'ici 2020. Eh bien, à cette date, on estime que les sables bitumineux rejetteront 140 millions de tonnes de CO2, soit plus que les émissions actuelles de la Belgique. Les hydrocarbures canadiens non conventionnels sont une source d'énergie nouvelle pour ce pays. Ils vont être mis massivement en exploitation. Ils forment évidemment un bénéfice économique tout à fait important, mais en même temps, le coût environnemental est considérable. Car on le sait, le Canada a décidé de se retirer du protocole de Kyoto sur
l'environnement. Pour le gouvernement conservateur de Stephen Harper, les objectifs de Kyoto étaient tout à fait insuffisants et formaient des cibles stupides, je cite. Mais en fait, le calcul du Canada est assez simple. D'abord, on a constaté que ses émissions de gaz à effet de serre ne cessent pas d'augmenter et que deuxièmement, en restant dans le protocole de Kyoto, le Canada devait payer une amende de 10 milliards de dollars pour ne pas avoir respecté justement ses engagements. Donc le gouvernement conservateur a fait un choix de société, a fait des arbitrages et donc a décidé de faire un choix historique. Alors vous pouvez lire Le paradis sous la terre, comment le Canada est devenu une plaque tournante pour l'industrie minière mondiale aux éditions Rue de l'Échiquier en 2012. Si vous voulez voir l'intégralité de ce film dont je vous ai montré un extrait True Story de Desjardins et Mondry, vous allez tout simplement sur le site de l'Office national du film du Canada. Et puis je vous recommande vivement l'exposition L'âge d'or des cartes marines quand l'Europe découvrait le monde. Elle est à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, jusqu'au 27 janvier 2013. Vous pourrez voir une incroyable collection de cartes sur parchemin qu'on appelle les portulans. Ce sont à la fois des documents scientifiques, un vrai cours d'histoire, de la découverte de notre monde et puis de véritables œuvres d'art.